Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Sacré programme pour notre première avec les défaites de Manchester City et Liverpool, l'incroyable triplé d'Eze dans le derby du nord de Londres et bien évidemment le reste de l'actu de l'APL dans le débrief. Pour m'accompagner lors de cette première émission, un homme heureux déjà après la victoire d'Arsenal contre Tottenham hier. J'espère que tu n'as pas trop fait la fête et qu'il te reste encore un petit peu de voix, Hugo. Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé par le quotidien luxembourgeois. L'essentiel est avec nous. Salut Hugo. Salut Antoine, une très belle journée de PL avec un leader du championnat qui marque son avantage. Et on va en reparler, je sais que ça te fait plaisir. Avec nous également, celui qui a certainement eu le cœur un petit peu déchiré ce week-end de voir ses deux anciens protégés, Bruno Guimaraes et Ryan Cherki, se rentrer dedans. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant, passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut à tous. Bah ouais, content de vous retrouver. Là, je suis dans une ambiance un peu rouge, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, Manchester United, Liverpool, mais bon, c'était moyen quand même ce week-end, même horrible, on peut le dire. Donc, et je Arsenal, préfère regarder ambiance rouge. Cherki et Guimaraes, hein, ça me va. Cherki et Guimaraes, ça me va. Je comprends tout à fait. Messieurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses, hein, comme je vous le disais. Pour cette première, déjà très heureux d'être avec vous. On va commencer forcément avec le dernier match en termes d'actualité. C'est Arsenal-Tottenham, le derby du nord de Londres. 4-1, score final pour les Gunners. Je vais commencer avec Hugo qui a un petit affect avec Arsenal particulier. Est-ce que c'est la performance la plus aboutie de la saison pour les Gunners? Je pense que oui, c'est 4 buts dans le jeu courant, ce qui est rare pour Arsenal et puis surtout c'est une performance où même s'il y a un but pour, Tottenham, finalement il vient d'un ballon perdu bêtement et d'un éclair de génie de Richarlison. Il n'y a jamais eu de vraie action, dangereuse sinon à part ça pour Tottenham et surtout je pense que ce qui est au-delà de ça, ce qui est très important pour Arsenal, c'est que dans une période où quelques joueurs sont blessés, Eberechi Eze, il a fait son match référence avec les Gunners et ça va lui faire du bien pour, la suite parce qu'on sait que Degarde est encore, sur la touche pour l'instant. Donc c'est un match très important aussi parce que Liverpool, parce que Man City ont perdu des points et parce que la semaine prochaine, il faut être en confiance parce que c'est le Bayern et c'est Chelsea les 2 prochains matchs. Donc il fallait surtout pas fauter, ce week-end. Je suis content quand même que tu parles du petit bijou de Richarlison. Ça me fait plaisir. Euh, bon, justement, tu le disais aussi, le niveau de Tottenham, c'était pas grandiose hein, hier. Est-ce qu'il faut s'enflammer, Valentin? Je me tourne vers toi. Est-ce qu'il faut s'enflammer quand on voit la faiblesse du jeu proposé par Tottenham? Et d'ailleurs, merci à Arsenal d'avoir puni cette vilaine équipe des Spurs parce que bon, le système à 5 défenseurs sans rien proposer, j'en attendais un peu plus. Valentin, qu'est-ce que t'en penses? Faut s'enflammer ou pas? S'enflammer, peut-être pas vraiment, mais on sait que Arsenal maintenant c'est le grand favori pour le titre. On en parlera après, mais voilà, avec Liverpool qui est pas au niveau, Manchester City qui perd des points. Euh, non, je dirais que contre Tottenham, en plus, j'avais peur d'assister à un match où il n'y ait très peu de buts, parce que c'est la force des deux équipes, hein, c'est d'encaisser très peu de buts. Tottenham avait beaucoup progressé là-dessus depuis le début de saison. Et donc agréablement surpris d'avoir vu du spectacle et des buts. Après c'était très faible en face, on est d'accord. Mais maintenant Arsenal, ils ont un statut, c'est le statut de favori pour la suite de la saison. Donc ils doivent vraiment gagner le championnat. Va plus falloir perdre des points en route. Donc au final, ouais, je dirais que c'est finalement presque logique, même si Tottenham avait montré du mieux ces derniers temps, et de les voir prendre quand même 4 buts, c'est quand même une grosse performance de la part des Gunners. Ouais, et une grosse performance de la part des Gunners. Bon, voilà, un Tottenham avait mis le bus derrière, c'était quand même... c'était pas très agréable à voir, surtout dans un derby comme ça, où on attend quand même, je sais pas, un jeu musclé. Là, j'étais interloqué par ce système à 5 défenseurs là, de Thomas Frank, qui finalement a voulu flinguer le match. Hein. J'ai pas l'habitude de tirer comme ça sur les équipes, mais là les 20 premières minutes, il y a eu quand même ce côté, on va flinguer le match, on va ruiner toutes les attaques d'Arsenal en coupant l'action très tôt. Alors que de l'autre côté, Arsenal a toujours continué à jouer de l'avant. Et tu le disais, aujourd'hui, a le statut quand même de favori, en tout cas
à l'instant où on se parle, Arsenal est leader et c'est totalement mérité. Justement, Hugo, Arsenal, tu penses que les Gunners ont comblé tous leurs points faibles aujourd'hui par rapport même aux saisons précédentes? Ouais, en tout cas, un des gros points faibles que je voyais régulièrement Arsenal, c'était la profondeur dans l'effectif. C'est que quand il manquait un ou deux cadres, c'était rapidement la débandade. Là, on l'a vu, il n'y a pas Odegaard, il n'y a pas Havertz, il n'y a pas Gyökeres. Bah, Merino, il l'a prouvé la saison dernière, en termes de faux neuf, il fait le travail. Aisé et un très bon remplaçant à Ødegaard. L'année dernière, on voyait souvent Ethan Nwaneri, qui est un bon joueur, mais qui est très jeune, à qui on mettait toutes les responsabilités d'une équipe. Et d'ailleurs, je vais parler d'une autre équipe plus tard, sur qui on essaye de mettre des responsabilités sur des gamins de 16-17 ans, et ça ne se passe pas toujours bien. Mais du coup, ouais, du côté d'Arsenal, on a réussi à trouver de la stabilité en ayant un effectif plus complet, plus varié aussi. Arteta a plus de solutions sur son banc en fonction de son adversaire. Il peut s'adapter. On l'a vu aussi, Gabriel n'était pas là, Pierre Hincapié, il remplit vraiment le contrat. Je le trouve très bon sur ce début de saison, comme son compère Christian Mosquera. Hein. C'est presque plus que des doublures finalement. Quoi. C'est des joueurs qui auraient le niveau d'être titulaires en première ligue quasiment partout. Donc franchement, je suis très satisfait de voir ce qu'Arsenal a fait parce que je trouve que le mercato, alors il a aussi été très coûteux. On a beaucoup parlé de Liverpool, mais mine de rien, Arsenal a mis beaucoup d'argent dans ce mercato. Mais je le trouve fait de manière intelligente. On a comblé les lacunes qu'il y avait dans cette équipe et on a apporté de la qualité là où il en manquait. Ouais, parce qu'en plus, ouais, tu le disais, il y a des blessés. Ouais, on a cité Gyökeres, Odegaard, Martinelli, Havertz aussi. Gabriel aussi, qui est quand même un Ouais, des leaders de cette équipe. ouais, Ouais. défensivement aussi, il y a des blessés. Tous les postes sont doublés, voire triplés. Je veux dire, quand tu fais rentrer Madueke à la fin du derby du Nord de Londres, je pense que bon, les défenseurs des Spurs Ça- ils tirent un petit peu la langue. Et puis, quel signe du destin quand même de Eberechi Eze, qui marque quand même le triplé face à l'équipe. Alors qu'il aurait dû partir à Tottenham. Ouais, il aurait dû partir à Mais non, c'est Tottenham cet sûr. été. C'est sûr que Et- c'est un voilà, Ouais. comme tu dis, c'est un sacré signe du destin et aussi, ça montre qu'aussi que Arteta a confiance en ses recrues parce que Prichy, c'est un très bon joueur, hein, mais c'est pas non plus un gamin de 22-23 ans, c'est un joueur qui a déjà une certaine expérience, mais d'un niveau plutôt milieu de tableau, voilà, avec Crystal Palace, même s'ils ont enfin connu la gloire des trophées la saison dernière. Mais là, il prouve que, bah, il a sa place, hein, dans une équipe, du top 4, top 6, anglais de Première Ligue. Et là, il est complètement à sa place et il l'a prouvé. Comme je disais, pour moi, c'est son match référence avec Arsenal. Et c'est là-dessus qu'il doit se baser pour la suite de la saison. C'était Christophe Jallet pendant le match, hein, au commentaire à Canal+, qui disait hier soir, tout lui réussissait. Je pense que c'est sur son deuxième but où il fait 2 contrôles du tibia. Bah, ça passe. Et bah, il y a des soirées comme ça où tout marche. Valentin, tu le disais, Arsenal arbore le statut quand même de grand favori désormais, ou en tout cas, voilà, de favori, plus que grand favori, parce qu'on le sait en première ligue, ça peut aller très très vite. Une victoire la semaine. Alors, on va pas empiéter sur la preview qu'on fera vendredi, mais une victoire la semaine prochaine contre Chelsea, Dauphin, ça pourrait quand même être. Enfin, est-ce que Arsenal serait déjà champion? Non, non, Arsenal serait pas champion, hein, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais non, après, Chelsea, c'est sûr, à l'instant où l'on se parle, fait figure quand même de deuxième force. Franchement, c'est On peut sûrement solide, de City ça quand fait même, pas hein. trop de bruit. Oui, oui, City aussi, mais je veux dire, ils se tiennent. Il y a un petit groupe avec Arsenal qui est au-dessus, et puis Chelsea fait partie quand même des prétendants, mais qui restent quand même derrière. Donc ça sera un match très intéressant, j'ai vraiment hâte de le voir. Mais non, ça ferait pas non plus. Enfin, ça va pas sacrer Arsenal dès ce week-end. Après, faut qu'Arteta aussi puisse gérer convenablement son effectif, parce que c'est vrai que la saison passée, il y avait pas mal de blessés, donc bon, c'était aussi un petit peu l'excuse. Il y a 2 ans, c'était Saliba qui s'était blessé à quelques journées de la fin. Là, pour aller chercher le titre, va falloir vraiment qu'il gère bien son effectif. Il y a par exemple Rai, je crois, qui est à un temps de jeu phénoménal. Et faut pas répéter les mêmes erreurs que par le passé, c'est-à-dire que l'année dernière, je crois qu'il avait fait jouer Saka, mais vraiment à quasiment tous les matchs. Et au final, il s'était blessé en décembre, il avait manqué plusieurs mois. Donc attention quand même à pas s'enflammer et pas garder la même compo type. Faut faire tourner. En plus, il y a des semaines qui sont un peu monstrueuses, là comme on l'a dit cette semaine avec la Ligue des Champions et la réception de Chelsea, où ils vont à Chelsea. Non, c'est la réception, il me semble. Ils ont joué à Mais l'Emirates, ouais, et donc. ouais, Ouais. oui, ils doivent aller à Chelsea. C'est à Mais en Chelsea, à tout Stamford cas, Bridge. À Stamford Bridge.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, ils ont les ingrédients pour, mais faut que ça dure sur toute une saison. Donc non, non, c'est une victoire face à Chelsea, ça va pas les sacrer dès ce week-end. Bon, surtout que ça pousse derrière. Ça pousse derrière, Hugo. Ouais. Ouais, ouais, non, et juste sur la gestion d'effectifs, Arsenal n'a encore éliminé d'aucune compétition, mais en Ligue des Champions, ils sont plutôt bien embarqués. Alors, il y a ce match contre le Bayern cette semaine, mais je pense que peu importe le résultat, franchement, pour Arsenal, ça se présente plutôt bien. Donc, je pense que là, il pourra faire tourner et à voir si Arteta va jouer le coup à fond. Est-ce qu'il va jouer la Carabao Cup? Est-ce qu'il va jouer la FA Cup? On sait que Guardiola avait fait ce triplé, quadruplé avec Man City il y a quelques années. Je pense que c'est de plus en plus compliqué en Angleterre, dans un jeu qui devient de plus en plus physique aussi. Est-ce qu'il ne faut pas dire cette année, c'est la Première Ligue, et éventuellement la Ligue des Champions, mais est-ce qu'il faut se focaliser sur ces compétitions annexes ou est-ce qu'il faut volontairement les abandonner pour mettre son focus uniquement sur une compétition majeure? Enfin, je me demande si ce serait pas une sage décision de la part d'Arteta. Ouais, parce que Arsenal a certes de la ressource, mais d'autres équipes ont aussi de la ressource. Il ne faut pas non plus aller se griller. Enfin, je pense que l'objectif aujourd'hui pour Arsenal, c'est quand même de remporter la Première Ligue. Enfin, de retrouver le titre de champion d'Angleterre. C'est sûr qu'il ne faut pas aller se griller. Il y a des équipes comme Chelsea, justement, derrière le Dauphin, dont on a parlé cet été de ces 40-50 contrats de joueurs. Et puis, il y a aussi des équipes comme Manchester City qui se sont aussi renforcées cet été malgré encore une contre-performance même ce week-end face à Newcastle. Tiens, justement, transition toute trouvée, défaite de Man City à Newcastle, 2-1. City qui a été même presque miraculé pendant la première mi-temps, tant Newcastle s'est projeté ponctuellement, mais à chaque fois que ça se projetait, c'était très dangereux. Barnes et Voltemade ont fait extrêmement mal à Manchester City. C'est quoi? Ça a pêché défensivement pour City, Valentin? Bah, défensivement ou dans l'intensité, en fait, j'ai l'impression que Newcastle, il lâchait rien. Aussi au niveau des jeux de tête, Voltemade, il a été, je trouve, ultra sollicité, mais aussi plutôt en réussite quand même. Et puis offensivement, City a été un petit peu bloqué parce qu'il défendait vraiment très bien à la surface, Newcastle. Il y avait très peu d'espace entre les lignes. On sait que Cherki, il adore ça, aller provoquer, percuter, trouver Haaland. Et là, c'était vraiment compliqué quoi, pour City pour trouver des solutions. Donc je pense que c'est un tout, mais en tout cas, ils ont joué le coup parfaitement. En plus, à domicile, franchement, une ambiance quand même exceptionnelle. Ils sont très en réussite à domicile. Donc Pas à je l'extérieur en revanche. pense Et c'est un non, bon pas point à pour l'OM l'extérieur. qui les affrontera, on en reparlera. Ouais, on en reparlera, mais ouais, en tout cas, ils ont joué le match parfait. Je trouve que défensivement, très costaud, en contre et quand ils se projetaient aussi très fort. Donc, franchement, c'est un peu une anomalie. Quand on les voit jouer comme ça, on se dit, mais ils ne devraient pas être dans le ventre mou du classement. Ils sont 14e. Et pourtant, bah, ils produisent pas les mêmes matchs à l'extérieur, tu l'as dit. Donc, ouais. C'est une équipe qui terminera a priori pas dans le bas du classement, en tout cas Newcastle, et qui opère. Ça a été le début de saison a été quand même vraiment très compliqué, notamment avec le feuilleton Isaac et enfin des ajustements qui ont tardé à être faits. Là encore, il y avait eu un changement de dispositif parce que ce week-end, Eddie Howe a abandonné son fameux 4-3-3 là, pour jouer en 4-4-1-1, ce qui lui a bien réussi, la preuve, face à Manchester City, avec des remontées du bloc là comme une seule vague, c'était vraiment impressionnant. Et des petites combinaisons là dans les petits périmètres, c'était du jeu bien huilé. Newcastle quand même était impressionnant, il faut le dire. Ce n'est pas une contre-performance de City, Go. Ouais, non, c'est impressionnant et moi je m'étais noté quelques trucs parce que le match d'Arsenal était un peu plus frais dans ma mémoire, mais ce que je m'étais noté, c'était aussi que on parlait juste avant de Tottenham qui avait un bloc très bas, qui était très attentiste. Là, Newcastle a créé du chaos entre guillemets, c'est-à-dire que City n'a jamais su maîtriser le rythme du match. Newcastle a en permanence harcelé la défense et dans ce chaos, ils ont vraiment réussi à émerger. On l'a dit, Volteman fait un excellent match, même s'il marque pas, hein. Il est vraiment très Deux très fois, il bon. est Et très pour proche. moi,
Oui, oui. Et pour moi, enfin, je pense qu'en début de saison, la discussion était plutôt entre Gyökeres et Isaac. Et à la fin de la saison, la réponse sera sûrement Voltema 2 sur qui était le meilleur neuf à signer cet été. Mais je trouve aussi que, oui, comme on l'a dit, Barnes, ils ont tous été physiquement présents. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. Et je pense que, je sais pas si Manchester City s'attendait à ça. Et on l'a vu aussi, Man City, dès la première minute de jeu. Ils sont complètement pris à la gorge. Donnarumma rate sa relance. J'ai Ça envie de faisait dire, certains longtemps. ont l'habitude. Mais, mais on voit quand même on a vu cette envie, quoi. Dès la première minute, dès les 30 premières secondes, Man City est harcelé, est pris à la gorge. Et ça pousse à l'erreur. Mais dans cette première mi-temps, finalement, il n'y a pas eu de concrétisation. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, je me souviens, enfin, ici, Haaland et Foden qui ont des très grosses Ouais, occasions. ouais. Mais il y a aussi, je tiens aussi à signaler des très bons matchs des gardiens, même si j'ai pointé du doigt Donnarumma juste avant, qui fait quand même un Exceptionnel, gros match sur Donnarumma, sa hein. ligne. Et même, je trouve, Nick Pope aussi a été plutôt bon. Donc, c'est quand même à signaler aussi, c'est qu'on a eu beaucoup d'occasions. On a eu aussi un grand match des deux gardiens qui nous ont permis de voir ce scénario, parce que je pense que pour le même prix, ça peut avoir un score à 3-4, 4-5, enfin voilà. Ouais. Mais City a plus tiré, a plus eu d'occasions, mais j'ai l'impression qu'on a un peu revu parfois le Manchester City de la saison dernière. C'est-à-dire on se procure des occasions, mais alors si tu as parlé évidemment de des occasions de Haaland et de Foden qui ont, enfin voilà, Foden qui Foden, manque ça, compliqué, ouais, hein. ouais, c'est compliqué hein, parce que celle-ci elle est quand même plus difficile à rater sur son pied gauche qu'à Ouais. mettre. Haaland, Bah, c'est de Barnes aussi, hein. oui, ouais, alors, celle de Barnes également, donc ça faisait un partout, mais lui s'est bien rattrapé pour le coup, en mettant un doublé derrière. Donc, En étant doublé. Bah, c'est ouais, ce qu'il a dit. Il a dit à la mi-temps dans le vestiaire, j'étais pas le joueur le plus apprécié, on va dire. Mais ah il s'est bah, bien rattrapé. je veux bien le croire, ouais, parce Ouais, que non, cette occasion qu'il rate en première période, elle est quand même assez folle, mais c'est ça n'oublions pas, qui hein, est assez fou dans ce match. ouais, Ah non, c'est ça qui est assez fou dans ce match, c'est qu'il y a des grosses, grosses occasions et finalement ça se décante sur une frappe, hors de la surface d'assez loin, comment un rater qui est pas spécialement impressionnante de Barnes, mais qui est bien placé. Alors qu'avant on a eu de part et d'autre des occasions, enfin des actions construites où ça écarte sur le côté, il y a un beau centre et à la même le conclusion ça but de pêchait et City. finalement on a eu, j'allais dire, bah, même les 2 buts, enfin celui de City et puis après derrière celui de Newcastle, c'est à chaque fois un peu dans le chaos où il y a un cafouillage dans la surface et ça va au fond, quoi. Donc finalement, c'était prime, à ceux qui mettraient le plus d'envie, plutôt que ceux qui construiraient le mieux. Après, petite mention quand même, je dirais, pour le milieu de Newcastle. Guimarães, Tonali, Joelinton, c'est vraiment très très fort. J'ai bien aimé. Enfin, à chaque fois que je vois ce milieu-là, on se dit quand même c'est du gros gros niveau. Alors qu'en face, Guardiola avait ouais, aligné des milieux quand même plutôt petits. C'était un petit peu, ça manquait un petit peu, je trouve, de puissance physique pour rivaliser dans l'intensité. C'était un petit peu compliqué, j'ai trouvé. Ça manquait d'un Tijani Reinders, notamment en milieu de terrain, qui n'a pas débuté. Nico Gonzalez, c'était quand même un peu faible hein, au milieu de ce milieu, justement, de Manchester City. Oui, puis comme je disais, vraiment, le Newcastle, ils ont harcelé Man City de la première minute à la 90e. Et du coup, enfin, Nico Gonzalez, c'est un joueur qui joue posé, voilà, qui distribue le jeu. Et je pense qu'il n'était pas à l'aise dans cette position de vraiment être sous pression en permanence et de ne pas avoir énormément de solutions du fait que ce bloc en 4-4-1 de Man City, de Newcastle, bah, montait haut, vraiment poussé partout, était sur l'homme. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être eu une erreur de casting sur ce match de la part de Guardiola, même si c'est vrai que Nico Gonzalez, il faisait quand même un bon début de saison, hein. Ouais, Nico Gonzalez faisait un bon début de saison, mais il est encore trop soft parfois, je trouve. Alors c'est, voilà, hein, on va pas juger que sur un match comme celui-ci, mais je trouve que c'est trop soft face à une équipe qui joue plus rugueux, comme Ouais. Newcastle. Et donc, Manchester City qui perd sa deuxième place au profit d'un Chelsea encore très peu passionnant, un peu soporifique, mais vainqueur 2-0 sur la pelouse de Burnley. Une autre équipe pas très passionnante en ce moment, et même en grande difficulté. On en a déjà un petit peu parlé, et on en parle un peu toutes les semaines, parce que, enfin, pour le coup, c'est la première fois qu'on en parle sur Tempo, puisque c'est notre première émission, mais les fans de Première Ligue en parlent toutes les semaines, c'est Liverpool. Le constat est simple, Liverpool est 11e de Première Ligue aujourd'hui, après 12 journées de championnat, et prendre 3-0 à la maison par un Nottingham Forest, qui plus est un Forest malade, alors que en plus tu as déjà pris 3-0 à Anfield il y a un mois par Crystal Palace en coupe.
Là-bas, enfin, face à Crystal Palace, c'était avec une équipe très remaniée. Là, il y a aucune excuse. C'est la grosse cylindrée. Qu'est-ce qui s'est, enfin, Valentin, je te vois un peu hocher la tête comme ça. Enfin, c'était quand même, il y a pas d'excuse là pour Liverpool. Non, il y a pas d'excuse. Pourtant, Arne Slot en trouve toujours. C'est vrai que voilà, selon lui, si on l'écoute en conf de presse d'après-match, ah, c'est pas de chance, un manque de réalisme et on s'en prend sur les seules occasions que notre adversaire a. Il nous refait une Mais Guardiola de la saison passée. Ce qu'avait fait Guardiola à un moment. ouais, ouais, Mais c'est sans le ça. palmarès. Après, je pense que cette défaite-là va quand même lui ouvrir les yeux. Enfin, du moins, j'espère que c'est de la communication parce que là, quand même, ça serait grave de dire que c'est qu'un manque de réussite et que ça va tourner parce que ça peut pas être à chaque journée comme ça. Après, la défense, quand même, est très très faible, je trouve. Mhm. Ouais. Bon, Konaté, je le trouve vraiment pas très bon. Van Dijk, c'est compliqué. Enfin, c'est plus le Van Dijk qu'il y a quelques saisons. Après, quand même, au poste d'ailier droit, il y a quand même des lacunes, enfin des manquements. Il y a quand même pas mal de blessés. Il y a Connor Bradley qui s'est blessé avec l'Irlande du Nord. Il y Mhm. a Jérémy Frimpong qui s'est blessé aussi. Donc, du coup, ils ont mis Zoboslai en arrière droit. C'est quand même compliqué, quoi. Ça manque de Mais renfort dans cette défense. Hein. Ça en manque de défense, ça, renfort. ça manque de renfort et ils ont déboursé tellement d'argent dans le mercato, mais surtout en attaque finalement, pour au final ne pas pallier son manque d'effectifs et de profondeur en défense, quoi. Donc ouais, c'est compliqué, mais c'est pas le seul problème hein, de Liverpool. Je sais qu'on en parlait justement l'autre jour, Hugo, de ces postes qui n'étaient pas doublés en défense centrale. Là, derrière Van Dijk et Konaté, il y a Joe Gomez qui a joué 43 minutes en Première Ligue sur toute l'année 2025. Toute l'année. Et personne d'autre, puisque Giovanni Leoni a été victime d'une rupture des ligaments croisés très tôt cette saison. Le jeune défenseur arrivé pour près de 30 millions d'euros. Là, Kerkez est fantomatique sur le côté gauche. Son arrivée est vraiment mauvaise. Frimpong, Bradley sont blessés. Comment on s'adapte? Bah, moi, ce qui m'interpelle, c'est que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé et finalement, j'ai l'impression que l'effectif est, en termes de profondeur, moins fort que la saison dernière. Ça m'inquiète quand même parce que en fait, on a l'impression de voir une équipe qui était en difficulté et qui aurait fait des achats de panique, des panic buy en achetant des attaquants et tout ça, alors que c'est une équipe qui vient de gagner la Première Ligue, qui sort mais au forceps contre les champions d'Europe, contre ceux qui allaient devenir champions d'Europe, mais qui a été un des favoris à la Ligue des Champions et qui avait toutes les cartes en main pour construire une dynastie. Ils auraient pu gagner peut-être 3, 4 Première Ligue de suite. Et là, on vient renforcer l'effectif à coups de millions et finalement, on a l'impression que ça joue moins bien qu'avant. J'ai pas l'impression que ce soit le talent qui manque sur le terrain. J'ai plus l'impression qu'actuellement, c'est dans les têtes. J'ai l'impression que la confiance n'y est plus, et partout, hein, que ce soit en défense ou en attaque. On le voit, offensivement, ils sont inexistants. Rendez-nous le Mo Salah de la saison dernière, parce que à la même période, la saison dernière, Mo Salah était le favori au Ballon d'Or, je vous le rappelle, avant qu'Ousmane Dembélé sorte une saison absolument phénoménale. Et Donc, c'était logique. C'était logique. et c'était logique, c'était un consensus que Mo Salah serait enfin, à l'heure actuelle, il y a un an, était le favori au Ballon d'Or. Et là, actuellement, Mo Salah, il fait même pas la liste. Donc, Mm. je me pose vraiment des questions sur ce qui s'est passé en interne. Est-ce que la mort de Luis Diaz pèse encore sur cet effectif, hein, c'est quand Diogo même Jota, pas Diogo un Jota, événement Diogo facile. Jota. Diogo Jota, oula, je me trompe. Mais voilà. Mais est-ce que ça pèse encore sur cet effectif? Je sais pas. Mais clairement, il faut débloquer quelque chose et c'est pas en enchaînant ce genre de match que ça va s'améliorer. C'était pendant le match, la statistique est sortie. Je pense que avant ça, il y avait eu 6 fois où Liverpool s'était fait mener. Ils avaient jamais remonté le score. Ça fait une 7e fois. Mhm. Jean-Luc Haribard le disait, c'est pas digne d'une grande équipe. Effectivement, Liverpool cette année n'est pas digne d'être une grande équipe du championnat d'Angleterre. Je sais même pas si, enfin, actuellement, ils sont même pas enfin, ils sont à aucune Coupe d'Europe. Ils sont pour la saison prochaine, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils vont viser. Est-ce qu'ils vont se rabattre sur une coupe? Est-ce qu'ils vont se rabattre sur peut-être même la Ligue des Champions? Pourquoi pas, hein. Une deuxième partie de saison peut devenir exceptionnelle d'un coup. On l'a vu, ce serait pas la première équipe à faire enfin, 4 premiers mois compliqués et puis complètement retourner la vapeur. La, Mais la c'est vrai que saison, je m'inquiète la dans le jeu saison est aussi, encore parce que longue. leur inquiétude de jeu, c'est pas bon. Ouais, la saison est encore longue, mais justement, tu disais, il y a de l'inquiétude quand même, parce qu'il y a de la panique. Il y a de la panique, on ne sait pas renverser le cours d'un match, tu l'expliquais. Van Dijk, justement, Virgil van Dijk le disait en conf de presse, il disait qu'il y a la panique, et lui-même s'énervait parce qu'on ne trouvait pas un moyen
faire le vide, de repartir de zéro. Ils prennent le but tout de suite en retour des vestiaires, pardon. Et là encore, on succombe à la panique. D'ailleurs, ses propos il parlait dans le Guardian ce matin, et il fera bien de se regarder aussi lui-même, Van Dijk, parce que son début de saison n'est pas à la hauteur de ce qu'on a connu de Virgil van Dijk, mais il cherche peut-être à provoquer une réaction. En tout cas, c'est ce qu'il faut, parce que pour l'instant, du côté des Reds, c'est cataclysmique. 15 buts concédés sur les 7 derniers matchs. Défensivement, il n'y a rien. Et offensivement non plus. Ouais. Offensivement, c'est Non, quand et même... autre petite stat, c'était qu'ils avaient fait le 15/15 en début de saison, et là ils sont à 18 points. Donc c'est quand compliqué. même, Trois c'est quand même points, très inquiétant. ouais, 3 points Mais en depuis. début de saison, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de matchs où ils se sont fait peur, où je me souviens, ils menaient de 2 buts souvent. Au milieu du match, ils paniquaient alors qu'ils avaient le match en main, ils se faisaient reprendre au score. Avant, je me souviens du but, peut-être la première journée d'ailleurs, le but de Chiesa qui sauve Liverpool. Mais les mots, ils étaient déjà là. Pour moi, ça date pas d'il y a quelques journées, c'est quand même plus global, on va dire. Mais après, je vais pas défendre Mo Salah, mais si on enlevait Mo Salah samedi, l'attaque de Liverpool, il n'y avait vraiment plus personne, plus aucune animation, quoi. Tu veux dire C'était, qu'Alexander Isaac, pour 150 millions d'euros, pour l'instant, ne montre pas grand-chose? Et non, ouais. Alors, Non, mais moi, Salah est quand un des même, meilleurs joueurs sur le terrain, samedi. Enfin, moi je trouve que Salah c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. Alors il marque c'était pas, pas mais difficile. par rapport à son début de saison, c'était presque bon. Enfin voilà. Après, il nous habitue à des standards bien différents en première ligue, mais oui, je suis d'accord que c'était peut-être une des rares satisfactions sur le terrain à Liverpool. Justement, Alexander Isaac, parlons-en quand même un petit peu, parce que c'est la recrue qui est arrivée le plus cher cet été, 150 millions d'euros, après un feuilleton qui a été interminable. J'ai l'impression, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais on a commencé avec Ekitike parce que c'était un peu le choix de remplacement pour Isaac. Arne Slot a trouvé un moyen de mettre Ekitike sur le côté. Vous vous souvenez quand il s'est fait exclure pour avoir enlevé son maillot, pour avoir pris son Sa deuxième jaune? célébration, ouais. Voilà, exactement. Et on a l'impression que c'était un moyen de mettre Ekitike sur le côté pour dire, bon, on va lancer Isaac maintenant, parce qu'on l'a payé 150 millions, faut le faire jouer. Et au final, là, il n'arrive pas à marquer face à l'une des pires défenses de la saison. Il ne montre rien. Il paye aussi sa mauvaise... Enfin, il ne s'est pas préparé cet été. C'est catastrophique pour Alexander Isaac. Quand est-ce qu'il va pouvoir voir le bout? Parce que là, ça fait pas 2 matchs, ça fait pas 3 matchs, ça fait 12 journées de Première Ligue. Ouais, mais j'ai envie de dire presque politiquement, c'est impossible de mettre une telle recrue sur le banc, quoi. Alors, il est critiqué parce que du coup, il est, il est très mauvais et pour l'instant, il ne s'est pas adapté du tout à Liverpool. Mais en même temps, de faire jouer Ekitike, ça serait un aveu de faiblesse terrible pour Liverpool. Après, comment il peut se débloquer? Ben, comme tout buteur, je pense que c'est en marquant des buts, en reprenant de la confiance. Mais le problème, c'est quand on est buteur dans une équipe qui n'est pas en confiance, ben souvent on n'a pas les bons ballons, on a du mal, on n'est pas aidé non plus, hein. Donc c'est aussi le poste qui est un des postes avec peut-être aussi les défenseurs, mais qui est le plus mis en lumière, mais du mauvais côté, on va dire, Ouais. quand une équipe va mal. Donc malheureusement, tant que Liverpool sera dans cette phase très compliquée, je vois mal comment Alexander Isak pourrait se remettre la tête à l'endroit. Hugo? Ouais, moi j'ai aussi un peu de mal avec, comme on disait, il y a eu Ekitike avant, et finalement on achète un joueur très cher et on vient lui mettre un autre attaquant encore plus cher. Et le Dans même les matchs, profil. j'ai pas vraiment compris la stratégie. Oui, j'ai pas compris la stratégie. Enfin, pour moi, c'était un achat de panique et ça n'avait pas lieu d'être. Après, c'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'on va passer à côté de ce qui était un des meilleurs attaquants de première ligue. Mais voilà, c'était un dilemme et je sais pas si Liverpool a fait le bon choix. Liverpool voulait Isaac, peut-être, pensait l'avoir perdu. Donc c'est rabattu sur Ekitike. Et puis finalement, il a fallu reprendre Isaac parce on leur a dit, bon, bah, c'est OK. Ouais. Et Peut-être, mais après c'est vrai que d'un autre côté, oui, pardon, je disais que Liverpool traversait quand même une période de transition. Je pense pour moi que la période de transition entre Jürgen Klopp et Arne Slot, en fait, elle s'effectue cette année et pas l'année dernière, parce que Jürgen Klopp a laissé les clés du camion
un camion qui marchait bien, quoi. C'était une voiture de course, quoi. C'était un bolide, elle était rodée, tout Je fonctionnait veux dire pas bien, le une Ferrari. collectif, tous les joueurs se connaissaient. Voilà. Mais c'est vrai que cette année, il y a eu un gros turnover d'effectifs et aussi la patte slot qui commence à apparaître. Et j'imagine aussi des envies sur certains joueurs donc qu'on connaissait moins, peut-être, qu'il n'a pas réussi à avoir l'an dernier. Donc c'est peut-être une phase de transition qui est au final normale pour un club comme Liverpool de changer un peu de jeu, d'entraîneur, de philosophie au final. Ouais, Et puis mais normal à par la exemple, 11e place. Hein. oui, après comme tout grand club, Liverpool ne peut pas se permettre de ne pas jouer le titre. Donc forcément, à la 11e place, c'est impossible de continuer comme ça. Mais en tout cas, pour l'instant, en interne, Arne Slot ne semble pas trop fragilisé. Enfin, il doit être fragilisé, mais en tout cas remis en question. Je pense qu'il a encore quand même de la marge de manœuvre et il a quand même le temps quand même de faire ses preuves, même si ça presse un petit peu. Et puis, il a quand même gagné la première ligue l'an dernier. Donc, il a quand même encore du crédit, je pense. Non, mais Mais tout peut s'inverser très vite parce que il y a quand même que, entre la 11e place de Liverpool et la 2e place de Chelsea, il y a 5 points. Avec Manchester City, il y a 4 points d'écart. Pas grand-chose. Hein. Ça se rattrape très vite aussi. Ça se rattrape très vite. Ouais, mais moi j'aimerais oui, quand même dire sur la saison dernière, alors oui, ils sont champions, c'est vrai que ça jouait quand même bien, mais c'est une saison à 84 points, c'est pas non plus les grosses saisons de club qui étaient à plus de 90 points. Je me souviens de City qui fait une saison à 100 points. Le deuxième, l'année dernière, Arsenal est à 74 points. Donc, est-ce qu'on peut pas aussi dire que finalement, c'était pas non plus un grand vainqueur de première ligue la saison dernière? Parce que aussi, les autres équipes en face n'ont pas spécialement été au niveau. On avait un Man City qui était en grande difficulté, Arsenal qui avait des problèmes de blessure, Chelsea qui était en construction. Enfin, c'était pas l'adversité la plus forte qui existait la saison dernière en première ligue. Cette année, Arsenal est très bien armé, Man City est mieux armé. C'est pas encore je pense pas que Guardiola soit encore à 100% satisfait, mais c'est bien mieux armé. Chelsea est vraiment dans une pente ascendante. Ils sont vraiment en train de trouver leur système de jeu. Donc je pense que c'est aussi ça qui est compliqué pour Arne Slot, c'est que peut-être qu'on arrive en se disant bah oui on est les favoris et en fait en face de lui ça s'est sacrément armé, ça s'est sacrément renforcé, que ce soit par des joueurs mais aussi juste techniquement, c'est-à-dire que les joueurs enfin les systèmes sont intégrés, les joueurs prennent de l'expérience. Donc je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut pas oublier pour le cas Liverpool. Bon, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et surtout il ne faut pas oublier de reprendre des points parce que en Angleterre tout va très vite. Vous le savez messieurs. Bon, on a parlé quand même des gros poissons de cette première ligue. On va redescendre un petit peu dans le classement, mais avec un match très à l'anglaise, hein, j'ai envie de l'appeler, entre Bournemouth et West Ham, qui s'est conclu sur un 2 partout, avec notamment un doublé de Callum Wilson pour West Ham face à son ancien club de Bournemouth, avec qui il a joué 6 saisons. Euh, alors, on a eu quand même du spectacle sur ce match qui, on pouvait se demander, bon, on pouvait se dire ça va se neutraliser, et on a eu du spectacle avec un West Ham d'un côté qui reprend une dynamique positive et un Bournemouth qui continue de s'accrocher au haut de tableau. Messieurs, Valentin, je te vois opiner là, je me dis, oh là, je pense que tu as apprécié ce que tu as vu. Ah, c'était déjà qu'on allume la télé et qu'on voit un bon petit crachin british. Là, on se dit, oh, là, y a pas de doute. On est au On est bon sur un bon endroit. petit match de première ligue. Et on a vu des buts. Donc ça, c'était quand même plutôt intéressant, ouais. Non, bah c'est deux équipes. Alors aux dynamiques quand même un petit peu opposées. Bournemouth, très gros début de saison. West Ham, bien plus en difficulté. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'est pas un peu à alors bon, l'avenir nous le dira, mais une petite inversion de dynamique, je dirais, entre les deux. West Ham, quand même, c'était un peu mieux depuis deux matchs, je dirais, avant la trêve. Et Bournemouth, bon, ils ont perdu contre City, ils ont perdu contre Aston Villa aussi. Ce ne sont pas des matchs Euh, faciles, hein, qui plaît. Ils n'ont pas des matchs faciles. Mais s'ils veulent jouer l'Europe, peut-être, soyons fous, eh ben, ils vont devoir gagner ou du moins prendre des points face à ses adversaires. Donc au final, je pense que Bournemouth quand même perd gros certes, ils ont un point, ils font match nul, mais à domicile contre West Ham, c'est
attention quand même, surtout qu'il y a certains joueurs qui sont quand même un petit peu moins en réussite depuis quelques matchs. Je pense à Semenyo notamment. Mais en tout Qui est cas, il y a une blessé, qui est super. blessé. Et Oui, à la oui, oui, cheville. mais oui, qui est blessé, mais sur le début de saison, il était vraiment bon. Et il me semble que avant d'être blessé, déjà un ou deux matchs, il perdait quand même en efficacité. Alors, Mais Iraola a dit justement, hein, Andoni Iraola, le coach, a dit justement à son sujet qu'en fait, il traîne cette blessure à la cheville depuis plusieurs matchs et que, en fait, en sélection, ça s'est encore intensifié, encore un petit peu aggravé, mais qu'a priori, bon, le repos allait être suffisamment de courte durée, ou en tout cas, il allait pouvoir reprendre le terrain et arrêter de traîner cette blessure à la cheville, quoi. mais à culpa alors. Voilà, peut-être que ça s'explique comme ça. Alors, Mais ça non, n'explique peut-être pas tout, hein. Ça Il nous n'explique écoute. peut-être pas tout. Ouais. Voilà. Puis en plus, il a un super prénom, je trouve, Antoine Semenyo. Alors, Ouais, c'est ça. non, mais justement, tu en parlais, effectivement. Ce sont deux équipes aux dynamiques totalement inversées. Et c'est ça qui était intéressant aussi. C'est un petit peu la croisée de deux équipes. Une qui un petit peu redescend dans le rang, parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là, Bournemouth, au début de saison, avec tous les départs qu'il y a eu cet été. West Ham, au contraire. Alors, je sais, Hugo, que tu les voyais bas dans le classement. Je les voyais plus haut que ça dans le classement. Euh, L'arrivée de Nuno Espirito Santo porte enfin ses fruits. On retrouve quand même un West Ham avec un jeu, en tout cas, plus porté vers... Alors, c'est... Oui, alors tu vas me dire... Ils peuvent quand même dire merci à un très ouais, grand joueur, Areola. Areola, Oui. il fait quand même un match homme du match, hein, sans aucun doute. Hein. Avec une passe D en plus. Une passe D pour Alphonse Areola, pour le premier but de Callum Wilson. Il a été exceptionnel, Alphonse Areola, on est d'accord. Il a subi 28 tirs, Mais dont 10 cadrés. Mais West Ham était quand même... Enfin, la première mi-temps de West Ham est sérieuse. Ce ne sont pas eux qui... Enfin, ils ne font pas le jeu, les Hammers, mais ils profitent bien des espaces derrière et c'était sérieux, je trouvais. ouais, mais je vais faire quelque chose que j'aime pas faire, c'est pointer du doigt un gardien, parce que je pense qu'on leur met trop souvent la faute sur eux. Mais un joueur qui m'avait déçu dans son club précédent à Chelsea, mais qui me convainquait depuis le début de saison, c'est Djordje Petrovic. Et là, je pense que la première bourde, il met vraiment West Ham dans le match. Je pense que sinon, enfin, West Ham se dit que c'est possible. West Ham se dit qu'ils peuvent le faire. Ils mènent 1-0. La météo est vraiment compliquée. Franchement, c'était compliqué de jouer dans ces conditions. Et là, ils savent qu'ils ont marqué le premier but. Ils ont fait le plus dur. Alors que franchement, il doit l'avoir tous les jours, Djordje Petrovic. Et comme je dis, pour moi, depuis le début de saison, il était plutôt bon. À Strasbourg, il avait été bon Donc, la saison dernière aussi. oui, à Strasbourg aussi, mais c'est vraiment à Chelsea où enfin, je pense qu'il avait été jeté un peu jeune dans le bain, dans le grand bain. Et là, je trouve, il faisait voilà, il était pas mauvais. Et là, c'est un peu la bourde qui coûte un peu cher, je pense. Parce que, comme je dis, je suis pas sûr que West Ham fait le même match s'ils ouvrent pas le score aussi vite. Et parce que derrière, bah, ils ont la confiance, ils vont rapidement marquer le deuxième. Et derrière, Bournemouth, c'est la panique et qu'ils vont quand même réussir à remonter. Ouais, Heureusement, ils prennent un point quand même dans ce duel. la deuxième mi-temps Mais de West Ham n'est pas c'est bonne du tout, par contre, hein. En revanche, non, là... non, et comme je disais, merci Alphonse Areola parce que franchement, il a fait un très grand match, on l'a dit, les conditions étaient compliquées, donc Petrovic, entre guillemets aussi, en partie excusé par ça. On peut se dire que vu le crachin qu'il y avait, elle n'était pas facile, si facile que ça à capter. Mais de l'autre côté, Areola, il fait pas une erreur. Il y en a un but, c'est un penalty. On sait que le penalty, c'est quand même pas, c'est pas un exercice où le gardien est favori. Et le deuxième but, franchement, enfin voilà, il y a pas d'erreur de sa part, quoi. Alors que pour moi, Petrovic, on peut plus lui incomber, en tout cas, le mauvais début de match, enfin la mauvaise entame de Bournemouth, même si sur le terrain c'était bon, mais au score c'était pas bon. Alphonse Areola qui est désormais titulaire indiscutable devant Mats Hermansen à West Ham, qui a repris cette place de titulaire qu'il avait un peu perdue, reprise avec notamment Fabianski à West Ham. Et là, Nuno Espirito Santo lui fait confiance, il a le sourire. Moi, ça me fait quand même plaisir de voir le sourire sur le visage de Nuno Espirito Santo, parce que entre son départ de Nottingham, où il a été jeté comme un malpropre, et son début de saison, enfin son arrivée à West Ham, où il faisait la moue tout le temps, ça me fait plaisir. C'est quand même West Ham 7 points pris en 3 matchs, alors qu'il y en a 11 au total sur les 12 journées. Donc une dynamique plus que positive, avec 2 succès, notamment contre Newcastle et Burnley, 3-1 et 3-2 lors des dernières rencontres. Et du côté de Bournemouth, Ouais, et ouais, sur Areola, je voulais quand même dire, comme tu disais, c'est un gardien qui est passé par des périodes, enfin, à qui on promettait un très grand avenir. Je me souviens de son passage au PSG et puis même au Real, hein, derrière, même s'il a
pas tant joué que ça au Real. Mais voilà, c'est un gardien qui ont prêté un avenir très grand, qui finalement s'est retrouvé à West Ham, où il a même perdu sa place de titulaire face à un Fabianski qui était vieillissant. Et c'est vrai que moi aussi, je suis content de le revoir entre les perches régulièrement et surtout être très bon parce que faut pas se mentir, ça a jamais, enfin, c'était pas un mauvais gardien. C'est un gardien à fort potentiel et aujourd'hui, il prouve que sa place, c'est titulaire dans un des 5 grands championnats et je suis très content de ça. Et surtout dans l'un des championnats les plus relevés qui met le plus sa contribution, les gardiens. Du côté de Bournemouth, bon, une belle histoire quand même, celle d'Enes Unal qui a inscrit le but de l'égalisation, alors qu'il faisait sa deuxième entrée en jeu depuis son retour d'une grave blessure au ligament croisé. Bon, Bournemouth, on l'a dit, est privé de Semenyo, est privé de Kluivert qui s'est blessé à l'adducteur avec les Pays-Bas, est privé de Gannon Doak qui s'est blessé avec l'Écosse aux ischio-jambiers. Ça commence à faire beaucoup, mais ils ont encore tiré 28 fois ce week-end avec Elie Junior Croupi, Evan Nilsson, Amin Adli. Devant, il y a une profondeur qui est assez même étonnante, je trouve. Derrière, en revanche, j'ai mis toujours des petites réserves. Et je mets notamment une réserve sur Bafodé Diakité, qui est quand même arrivé pour 40 millions d'euros. Deuxième transfert le plus cher de Bournemouth. Je trouve pas très convaincant. Valentin, toi qui regarde aussi un petit peu, qui suit la Ligue 1, par rapport à ce qu'il faisait au LOSC, Bafodé Diakité, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde pour l'instant. Non, après, c'est vrai que on le sait tous, c'est un autre championnat, donc pour les défenseurs, c'est quand même plus, je dirais pas plus difficile, parce que ça dépend des championnats, mais c'est pas le même jeu, donc forcément à défendre, c'est pas du tout pareil. Mais oui, non, il est un cran en dessous, je trouve. Après, il évolue quand même à Bournemouth, qui fait une très bon début de saison, donc c'est peut-être aussi le temps de se mettre au jeu anglais, on va dire. Sorti à la mi-temps, hein, quand même. Sorti à la mi-temps. Oui, ça c'est sûr que ça fait mal. Hein. Dans la tête, je pense que il va devoir un petit peu se remettre en question et se remettre dedans. Mais après, la première mi-temps était quand même plutôt équilibrée, même si West Ham en met 2. C'est vrai que dans le jeu, certes, il sort, mais c'est pour faire réagir plus au vu du score. J'ai l'impression que du jeu, où certes, il était en difficulté, mais c'était pas horrible non plus, quoi. Il y a possiblement d'autres joueurs, la paire avec Senesi, c'est pas le top du tout, hein, c'est clair. Mais voilà, après c'est sûr que du coup ça a donné raison à l'entraîneur d'avoir fait ce changement, parce qu'au final en deuxième période c'était bien mieux pour Bournemouth. 21 tirs, j'avais noté 21 tirs rien que sur la deuxième mi-temps pour Bournemouth, à un seul tir pour West Ham. Pauvre Alphonse Areola. C'est pour dire quand même. Ouais. Il y a quand même un problème dans cette défense de West Ham, parce que quand on subit 21 tirs, enfin en deuxième période, c'est quand même les défenseurs sont fantomatiques, ils n'existent pas. 21 tirs, et c'est pas en plus une des plus grosses cylindrées de la première ligue, quoi. Donc c'est... Non, clairement. Et moi, j'aimerais quand même dire, enfin voilà, on l'a dit, Denis Raiola, il fait quand même des très belles choses parce qu'il s'est quand même fait complètement dépouiller cet été. Il a perdu son gardien, sa charnière, ses latéraux. Kerkez, mais finalement, peut-être tant mieux finalement. Oui, on sait pas ce que Kerkez aurait fait à Bournemouth cette saison, mais voilà. Mais il s'est quand même fait dépouiller et finalement, avec en jouant en étant intelligemment sur le marché des transferts, il a reconstruit une très belle équipe qui, je pense, aura peut-être du mal à accrocher l'Europe, quoique, pourquoi pas la Conference League, ça reste dans leur corde, je pense. Mais il va falloir se battre. Et comme on disait, hein, les matchs peut-être plus contre Aston Villa, contre Man City, il va falloir peut-être réussir à accrocher des points dans les prochaines semaines sur ce genre de match, parce que c'est des concurrents directs aux places européennes. Mais merci messieurs, on a fait un beau petit tour. On peut peut-être finir par les autres résultats dont on n'a pas parlé. On a évoqué rapidement Chelsea qui s'est imposé 2-0 à Burnley, Brighton qui s'est imposé 2-1 face à Brentford, Fulham qui va se faire du bien en gagnant contre Sunderland 1-0, Crystal Palace qui continue son excellent début de saison, on va en parler prochainement, je pense, de Crystal Palace, vainqueur 2-0 sur la pelouse de la Lanterne Rouge Wolverhampton. Ouais, Mateta un petit peu moins en réussite, mais bon, il y a d'autres attaquants à Crystal Palace, donc ça va. Ce sera pour le preview de vendredi ou le débrief de la semaine prochaine, je pense, à mon avis. et donc, victoire d'Aston Villa sur la pelouse de Leeds. Ça chauffe un petit peu à Leeds, on en reparlera aussi dans les prochaines semaines. 2-1 donc pour Aston Villa, je n'avais pas donné le score. Et il reste un match pour cette 12e journée de Premier League entre Manchester United et Everton. Merci messieurs pour ce premier débrief sur Tempo Foot Anglais. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. Et
on se retrouve vendredi pour la preview, la première preview de la 13e journée. Et puis, on se retrouve également la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Merci Hugo, merci Valentin. C'est ça. Eh ben, merci Antoine, merci à merci. tous. Allez, salut, bonne soirée et à vendredi pour la première preview de la 13e journée de Première Ligue. Salut à tous. Salut, ciao, ciao. Ciao.